du 109 pour l'armée burkinabé et celle de certains pays africains. La 14e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau a effectué sa sortie officielle hier dans la soirée. La cérémonie de remise d'épaulettes aux 46 élèves officiers d'active a été présidée par le président du Faso. La promotion a pris pour nom de baptême Renouveau. Le point avec Yacouba Gamene et Jérémy Sié Koulibaly. Ce sont les jeunes officiers à l'honneur ce 8 août à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Au nombre de 46, dont 3 femmes, ils viennent d'achever 2 ans de formation dans cette institution militaire prestigieuse. Baptisée Renouveau, la promotion 14e de l'Académie compte 10 nationalités, dont 30 burkinabés. La cérémonie se déroule dans la pure tradition militaire et pour l'occasion, toute la haute hiérarchie de l'armée burkinabé était présente à Pau, un signe des temps que l'armée affiche son unité. L'armée est réunie, des plus petits aux plus grands. Ça, c'est une tonalité qui fait plaisir. Vous avez parlé de crise, mais quand vous voyez ça, vous dites que de toutes les façons, quelles que soient les crises qui peuvent se passer au niveau de l'armée, il y a toujours une occasion pour l'armée de se réconcilier. Et je crois que ça, c'est une forme de réconciliation à laquelle nous assistons. Le contexte de cette sortie de promotion, ce sont aussi les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité dans le monde, et singulièrement dans notre sous-région ouest africaine. Nouvellement promu sous-lieutenant, ces jeunes officiers formés aux valeurs de droiture, de courage, de ténacité et d'esprit de sacrifice en mesurent les défis. On a constaté en Afrique, surtout dans la sous-région et dans ces derniers temps, l'avènement des groupes terroristes qui terrorisent les populations. Donc, pour apporter ma part de contribution au rétablissement de la paix, donc j'ai fait ce choix. Porter au haut le flambeau de l'institution militaire, c'est l'exhortation faite aux jeunes officiers par le colonel Djibril Nakouro, commandant de l'Académie. Un flambeau transmis à la promotion Renouveau par ses aînés de la promotion Sacerdoce. Le commandant de Georges Namoiano, qui a aussi interpellé les pouvoirs publics sur le devenir de l'Académie, et pour cela, il en appelle à une sanctuarisation du cœur de la formation, l'ambition étant une mise en cohérence des orientations stratégiques en matière de défense et de sécurité. Après la cérémonie officielle de sortie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'Académie, les 46 sous-lieutenants ont reçu leur diplôme au cours d'un dîner au pied-à-terre du président du Faso. Cette remise de parchemin a surtout été marquée par le message que le parrain de la promotion, le colonel Ibrahim Traoré, a adressé à ses filleuls. Jérémy Sié Koulibaly. Ils sont jeunes, avec une moyenne d'âge de 26 ans. Recrutés avec un niveau minimum Bac plus 3, ils viennent d'achever leur formation initiale d'officier. Chef de section d'infanterie, c'est ainsi qu'on les appelle dans le jargon militaire. Ils ont été déclarés dignes de l'épaulette de sous-lieutenant et incarnent le renouveau, le nom éponyme de leur promotion. Nous venons d'avoir du sang nouveau. Ces jeunes gens-là vont partout servir dans leur pays, ici au Burkina. Et je crois que c'est ça le renouveau, c'est-à-dire croire en l'armée qui se régénère de jour en jour, qui ne reste pas statique. Et c'est ça aussi, comme je l'ai dit, qui est, si vous voulez, un potentiel qui peut refaire l'unité de l'armée. Pour entrer dans le cercle des officiers, cette 14e promotion de l'Académie Georges Namoiano a choisi comme parrain le général Ibrahim Traoré, un ancien Saint-Syrien qui a tenu à leur rappeler les exigences du métier des armes et de celui d'officier. L'éthique, la déontologie, les lois et l'équipage réglements qui régissent les forces armées doivent servir en permanence de boussole pour garder le cap de l'officier modèle, intègre, rigoureux, compétent, ponctuel, communicatif, juste mais ferme. Le toast porté par le président du Faso, chef suprême des armées en leur honneur,
est aussi le symbole des espoirs d'un pays, d'un continent, fondé sur des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont fait le choix de vivre pour leur patrie et de vaincre pour leur patrie. Isiaka Zampaligré est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le juriste de formation ira à la conquête de Kosiam en tant que candidat indépendant. Il a officialisé sa candidature hier à Tenkodogo. Karim Patrick Namouano. Le voici, le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Isiaka Zampaligré. Sa fonction, avocat en France et au Burkina Faso. L'homme de droit estime que la quête de la justice pourra guérir le corps social qui souffre du chômage des jeunes et de la pauvreté des femmes, d'où son engagement en politique. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, ce n'est pas l'élection d'un parti. Le parti est un instrument qui peut être intéressant comme qui peut être handicapant d'ailleurs, dans les deux sens. Et je crois que très tôt, j'ai été sensible à tout ce qui est lutte pour la défense de la vérité. Et je n'aime pas l'injustice par nature. Pour l'instant, Maître Isiaka Zampaligré s'engage seul dans l'arène politique. Ces jeunes et ces personnes du troisième âge des deux sexes sont ses principaux alliés. Il croit à ses chances le 11 octobre prochain. C'est le peuple qui choisit. Vous savez, c'est ça aussi la démocratie. Moi, je ne me surestime pas. Pour autant, je ne me sous-estime pas parce que je sais ce qui brûle au fond de mon cœur et je crois que les Burkinabés sont en train de rechercher une solution et je souhaite incarner cette solution-là. Maître Isiaka Zampaligré, chef coutumier à Tenkodogo, est marié et père de 2 enfants. Titulaire d'un 2SS en droit bancaire et financier, il est depuis 1995 conseiller juridique puis avocat directeur associé international. Un atout qu'il utilisera sans doute pour convaincre son électorat avant le 11 octobre prochain. Un éboulement survenu le 5 août sur le site d'orpaillage à Djibo, dans le Soum, a fait 2 morts. Ce drame survient après celui du 30 avril qui a fait une dizaine de morts dans la même localité. Bernard Diasso. Encore sur ce site d'orpaillage artisanal à Daïma, ce drame. Un trou d'or qui s'est effrité pendant qu'il y avait 2 jeunes orpailleurs là-dedans. Il y a l'un d'eux qui est sorti avec des blessures. On l'a évacué à l'hôpital au CMA de Djibo, où il a reçu les premiers soins. Et le second, malheureusement, est sorti sans vie. Ça s'est passé précisément le 5 août, entre 7h et 8h du matin. Pourtant, l'accès au site est interdit en saison hivernale, mais certains orpailleurs restent réfractaires. Nous sommes comme des soldats et ce site est notre front. Mourir ici ne nous décourage pas à continuer ce travail, car c'est ici que nous gagnons notre vie, notre salaire. Nous, on tient toujours à travailler sur ce site parce que nous ne savons quoi d'autre faire. Face à cette situation, des mesures s'imposent. Il y a des patrouilles, mais l'idéal aurait été qu'il y ait une force permanente. Là, ça allait vraiment dissuader les orpailleurs. Sinon, dans la matinée, généralement, on retrouve peu d'orpailleurs, mais ils reviennent, semble-t-il, la nuit. Voilà, donc au moment où on ne peut pas trouver les éléments de sécurité sur place. Donc notre souhait est qu'il y ait une présence permanente des forces de l'ordre sur les lieux. Ce drame survient après celui du 30 avril passé et qui a fait une quinzaine de morts sur ce même site. Un arrêté interministériel portant interdiction de l'exploitation de l'or sur les sites artisanaux est en vigueur depuis. Cet arrêté est-il respecté dans le sud-ouest? Dramane Kaboré s'est rendu sur certains sites et voici son constat. Environ 80 sites aurifères d'exploitation artisanale sont répertoriés dans la région du sud-ouest. Ce boom minier porteur d'espoir pour le développement de la région
pose des risques évidents d'éboulement mortel pendant la saison pluvieuse. 2 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel portant interdiction de l'activité d'orpaillage en saison d'hivernage sur toute l'étendue du territoire national, quelle est la situation dans la plupart des sites d'orpaillage au sud-ouest? Le gouvernement a pris la décision de fermer les sites dont ils sont rentrés. Ceux aussi qui savent qu'ils peuvent résister jusqu'à la période d'ouverture en octobre, ils vont rester. Nous sommes déjà dans une période où il faut fermer carrément les sites. Voilà, donc c'est une des raisons qui fait que personne, les gens s'inquiètent et puis ils sont en train de se retirer pour revenir par la suite. Dans les sites d'orpaillage de Gongombiro et de Sansana, tous situés à une trentaine de kilomètres de Gawa, si pour certains exploitants l'heure est au retour au bercail pour s'adonner aux activités agricoles, pour d'autres, il vaut mieux résister aux dures réalités du terrain. En cette saison pluvieuse, comme nous sommes déjà ici, si on répare à la maison, nous ne savons plus cultiver. Cultiver est devenu dur, donc nous comptons sur les anciens stocks des hommes pour survivre. Nous ramassons les cailloux un à un pour stocker jusqu'à ce que ça devienne beaucoup avant d'aller piler et écraser pour espérer avoir quelque chose pour prendre en charge nos familles. Une situation qui a engendré des répercussions sur l'activité commerciale de bon nombre de commerçants et commerçants des 2 sites. Avant, on pouvait gagner 12 500, 15 000, mais à l'heure, là, on peut plus gagner. On pouvait vendre 500 000 francs par jour. Aujourd'hui, on ne peut même plus avoir 100 000 francs. Concessionnaires des sites d'orpaillage et exploitants sont-ils réfractaires à la mesure gouvernementale? Attachent-ils du prix à son strict respect? Il ne faut pas dire qu'à cause de ta faim, tu veux que le gouvernement laisse les choses, des milliers de personnes vont partir dans les trous. Quand même, tu peux grouiller ailleurs en attendant que cette période morte-là passe. Et tu vas continuer ton travail. En attendant l'ouverture officielle de l'ensemble des sites aurifères d'exploitation artisanale en octobre prochain, toutes les activités fonctionnent au ralenti et exploitants d'or disent être conscients des risques qu'ils courent dans l'extraction du minerai en cette saison d'hivernage. Autant dire que les orpailleurs foulent au pied l'interdiction de mener cette activité en saison pluvieuse. En l'espace de 4 mois, la province du Soum a enregistré 2 éboulements sur les mêmes sites d'exploitation artisanale. Des éboulements qui ont fait plus d'une quinzaine de morts. Adama Koulibaly revient sur ces drames. C'était le 30 avril 2015 à Daïma, localité située à 5 km de Djibo. Un éboulement survenu sur un site d'orpaillage faisait une dizaine de morts. Les autorités dépêchées sur le site par le gouvernement pour apporter soutien aux familles avaient par la même occasion rappelé aux populations les risques de l'exploitation artisanale et anarchique des mines d'or. Malheureusement, cette pratique a toujours la peau dure et de nouveaux sites font quotidiennement leur apparition avec des risques accrus, surtout en saison pluvieuse, malgré son interdiction en cette période. Ce 5 août, un éboulement sur un site d'orpaillage a fait 2 morts, toujours aux environs de Djibo dans la région du Sahel, venant ainsi rappeler une fois de plus encore les risques liés à cette pratique. Pourtant, une réglementation en la matière existe et il faudra certainement que l'État veille à son respect par les populations qui, pour gagner leur vie, la perdent banalement dans des galeries creusées de leurs propres mains. Alors, pour parler du sujet, nous recevons M. Dabiré Patrice, directeur des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Alors, bonsoir, M. Dabiré. Bonsoir. Alors, vous venez donc de suivre avec nous ces reportages. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire déjà à entendre certains orpailleurs dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre l'activité malgré l'interdiction? Oui. Les orpailleurs, certains sont devenus des professionnels. Vous les avez entendus parler. Ils ne savent faire autre chose que ça. Donc, ils sont prêts à tout pour continuer l'exploitation malgré les risques d'éboulement. Quoi qu'on fasse, on a pris ces mesures-là, c'est-à-dire qu'il y a l'arrêté interministériel qui a été pris, daté de 2010. Il y a le ministre des Mines qui fait un rappel par lettre adressé encore au gouverneur. Il fait encore des communiqués et il rencontre les orpailleurs. Il a eu à faire tout ça au cours de cette saison. Mais néanmoins, les gens continuent parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire
Et le gain facile les amène à continuer l'activité. Et puis leur mentalité, parfois ils pensent que s'il y a des gens qui meurent là-bas, alors il y aura que chacun veut bien que d'autres meurent. C'est pourquoi ils continuent de faire comme ça. Sinon, ils sont bien au courant, ils savent que c'est interdit de faire de l'orpaillage, ils savent qu'ils ont beaucoup de risques. Et nous, on ferme le site parce que ce n'est pas les éboulements seulement, on veut qu'ils aillent travailler, faire de l'agriculture pendant la saison des pluies. En plus, on veut qu'ils aillent parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Et pendant la saison des pluies, l'impact de l'orpaillage sur l'environnement est beaucoup plus accru parce que les produits chimiques sont tout de suite drainés dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques, etc. Donc c'est pourquoi on insiste, le ministre a beaucoup insisté cette année sur la fermeture des sites aurifères. Mais vous voyez que ça continue. Nous le savons. Nous avons qui nous prêtent main forte, mais c'est toujours difficile. Ils viennent que lorsqu'il y a un cas avéré comme Dayama, ça avait été fermé, mais ils reviennent petit à petit. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que le ministère fait donc pour mettre fin à cette pratique qui est quasiment interdite? Bon, pour le moment, c'est la sensibilisation. Comme le ministre l'a fait, on écrit, on fait des communiqués, on les rencontre et les gouverneurs aussi, on leur envoie des fois des lettres pour sensibiliser. Mais des fois, on est obligé d'aller déguerpir. C'est ça qui, finalement, lorsqu'un cas est avéré, un site s'est révélé vraiment dangereux, c'est ça que le ministère fait. Voilà pour le moment. Mais est-ce que vous travaillez en collaboration avec les organisations qui représentent les orpailleurs dans le cadre donc, de cette sensibilisation? Oui, et les syndicats sont avec nous. Chaque fois même, c'est eux qui nous informent, puisqu'ils sont presque sur le site s'il y a un éboulement mortel à quelque part. Donc, ils sont avec nous, ils sont d'accord, ils nous aident des fois, et ils leur expliquent, puisqu'ils sont parfois réticents à partir. Ils disent qu'ils ne savent où aller, ils n'ont pas autre chose à faire que l'orpaillage. Donc, les syndicats nous aident, ils sont nos collaborateurs dans ce cas-là. D'accord, on va justement voir donc un reportage sur ce sujet. Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina Faso a lancé une campagne nationale de sensibilisation pour le respect strict de la décision gouvernementale interdisant l'exploitation artisanale de l'or en hivernage. Il a aussi attiré l'attention des orpailleurs sur la nécessité de protéger l'environnement. Moussa Ouedraogo, Ernest Kambiré. L'orpaillage artisanal est une activité lucrative, mais à impact négatif et direct sur l'environnement. L'activité fait également de nombreuses victimes à travers le pays du fait des éboulements constatés sur les différents sites, surtout en cette période des pluies. Pour le respect strict de l'interdiction d'exploiter de façon artisanale et traditionnelle l'or en cette saison des pluies, le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels du Burkina sensibilise les orpailleurs installés sur les différents sites du pays. La campagne nationale de sensibilisation lancée hier à cet effet à Guibaré dans le BAM va permettre d'informer, sensibiliser et expliquer aux orpailleurs le bien fondé de cette interdiction du gouvernement et surtout sur la nécessité de préserver l'environnement. Bien que l'orpaillage utilise beaucoup de bois, l'interaction avec l'environnement impacte l'environnement et nous sommes en train de voir dans quelle mesure essayer de minimiser un peu cet impact-là. Prévue pour se dérouler sur plusieurs sites à travers le Burkina, la campagne de sensibilisation va également permettre de faire la promotion de la construction et du maintien des trous creusés ça et là en béton, histoire de minimiser les éboulements et de réduire la coupe abusive du bois. On avait sensibilisé que, bon, comme le bois, le bois là, ce n'est pas assez comme ça, on avait prévu même que les orpailleurs n'ont qu'à faire les trous en béton pour protéger l'environnement. Donc, il y a beaucoup de sites orpaillages qui sont, si vous parlez là-bas, vous allez voir que tous les trous là sont des trous en béton. C'est déjà une bonne chose. Que vraiment, protéger la nature, c'est donc se protéger eux-mêmes. Joignant l'utile à l'agréable, les orpailleurs et les autorités locales ont mis en terre près de 1000 plants sur le site de Kartenga, dans le BAM. Alors, on va revenir à vous, Monsieur Dabiré. Alors, on l'a vu dans le reportage, est-ce que faire des trous en béton, c'est la solution en période hivernale? Oui, et les trous en béton, ça résiste. C'est les ouvrages souterrains.
Donc ça résiste mieux que s'il n'y a pas de trop. Mais c'est pas, j'ai déjà dit que ce n'est pas ça seulement qui a motivé l'administration à essayer de refaire. Il y a d'autres choses, bien même, ils font ça. Et il y a l'environnement. Puis, bon, normalement, il faut qu'ils aillent travailler aussi, faire des activités agricoles. Sinon, lorsqu'un puits est soutenu par du béton, c'est cette manière qui est la bonne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à le faire pendant la saison des pluies. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des mesures de coercition pour ceux qui enfreignent à cette loi-là? Oui, il y a des mesures de coercition. Et j'ai déjà dit que nous avons les différents départements ministériels et des structures telles que l'ONACIM et les gouverneurs des régions. Et lorsque le ministre des Mines est saisi d'un problème grave, il saisit ces structures-là pour qu'ils interviennent afin de déguerpir des gens ou d'arrêter les risques. Alors, donc, on le voit, l'activité continue malgré cette interdiction. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de décès ou depuis donc, la mise en application donc, de cette loi? Oui, c'est vrai. Depuis 2010, nous avons essayé de recenser les cas d'éboulement mortel. Et vers cette année, vers le mois de mars, on avait environ 130-140 morts. Et nous savons parce que les différentes gendarmeries nous envoient des messages sur les éboulements et les cas mortels. C'est là qu'on arrive à recenser. Et il y avait en tout 130 morts de 2010 à mars cette année-là. D'accord. Voilà. Alors, un appel à lancer donc à l'endroit des orpailleurs. Oui. Vous voyez bien que d'abord, ils sont les premières victimes de leurs activités. Donc, il faut qu'ils écoutent ce que le ministère dit. Il faut qu'ils respectent parce que c'est dans leur intérêt. Et ensuite, leurs activités ont un impact important sur l'environnement qui touche l'ensemble du pays. Donc, il faut qu'ils puissent accepter, qu'ils puissent se remettre dans d'autres activités pendant la saison des pluies et revenir pendant la saison sèche, puisqu'ils sont acceptés. Et c'est pendant la saison sèche, bien sûr, il y a les éboulements, mais ils sont moins parce que les sols sont endurés et il y a moins d'éboulements mortels. Donc, c'est pendant la saison sèche qu'ils peuvent bien exercer leurs activités. D'accord. Alors, merci à vous, Monsieur Dabégué, d'être passé sur ce plateau pour nous donner toutes ces informations. La suite du journal, il fut un temps où l'atiéké provenait uniquement de la Côte d'Ivoire, mais nous consommons de plus en plus de l'atiéké made in Burkina Faso grâce aux efforts des producteurs et surtout des groupements féminins qui se sont lancés dans la transformation du manioc. Zoom sur les activités de transformation du groupement Dounia basé à Bobo-Dioulasso avec Idrissa Warga et Moumouni Baro. De l'atiéké made in Burkina. Autrefois, cet aliment est importé des pays côtiers, notamment de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Voilà, aujourd'hui, le manioc est transformé sur place par des associations ou des groupements féminins. Le groupement Dounia, basé à Orodra, s'est lancé dans ce métier depuis une dizaine d'années afin de participer au développement socio-économique de la localité. Au début, nous faisions cette transformation de façon individuelle. Finalement, nous avons voulu créer une association pour s'entraider. Nous avions eu de l'aide et grâce à cela, beaucoup de femmes travaillent. Nous sommes environ 60 femmes à travailler ici. La chaîne de transformation peut prendre 3 jours. C'est dire donc qu'il y a plusieurs étapes avant que l'atiéké soit mis à la disposition des consommateurs. Nous faisons la commande du manioc et les femmes viennent l'épulcher. Nous procédons ensuite au lavage avant de l'envoyer au moulin. Après cette étape, nous envoyons la pâte à la presse. Le lendemain, nous la séchons et nous la passons à la vapeur. Voilà un travail bénéfique aux yeux de ces dames, car grâce à la transformation du manioc, elles arrivent à subvenir à leurs besoins.
Ce travail est rentable. Nous payons la scolarité de nos enfants. Nous aidons nos époux pour des dépenses quotidiennes. Comme c'est les vacances, je suis venue pour un peu de l'argent. Pendant les vacances, pendant la rentrée, je vais pour aller acheter les habits, les chaussures, pour porter pour aller à l'école. Donc, je travaille à cause de ça. On me donne un peu, j'aide mes parents pendant la rentrée. Le seul problème qui handicape ces femmes, le manque de matériel adéquat pour mener à bien leurs activités. Leur souhait est aussi de voir un jour leur travail se dérouler dans un cadre plus convenable et plus sain. Difficile de faire un tour dans le sud-ouest sans voir les paniers de diverses formes dans les concessions ou exposés sur la place du marché. Ces produits de la vannerie sont même perçus comme une marque déposée de la région. Nos équipes sur place se sont rendues à Oli, village situé à une douzaine de kilomètres de Gawa, pour nous plonger dans l'univers de la confection de ces paniers. Dilare Yen, Draman Kabori. Principale activité et première source de revenus des femmes de Oli, la vannerie draine du monde les jours de marché dans ce village situé à quelques encablures de la capitale du sud-ouest Gawa. Un métier que beaucoup de femmes ont appris depuis leur tendre enfance auprès de leur mère. C'est depuis que nous étions toutes petites que nous avions appris ce métier que nous pratiquons aujourd'hui. Personne ne peut apprendre cette activité si ce n'est ta mère. L'activité est-elle rentable? Ce métier nous permet de nourrir la famille, de scolariser nos enfants, de les soigner. Ce travail me permet de secourir mon mari lorsqu'il est en manque d'argent pour scolariser nos enfants. Les produits de la vannerie, à la fois artistiques et utilitaires, font partie intégrante des ustensiles de cuisine, mais également destinés à la décoration. Et de la clientèle étrangère, les femmes de Oli en reçoivent chaque jour des marchés. Je suis quitté en Côte d'Ivoire pour venir ici. Donc quand j'ai vu ça, ça me plaît beaucoup. Donc je voulais venir payer. C'est pour mettre belle de qualité dedans. Pour amener en Côte d'Ivoire et puis les gens aussi vont voir. Pour connaître que je suis quitté dans le pays. De notre parents aussi. De nos jours, avec l'élargissement des hameaux de culture, les femmes de Oli éprouvent des difficultés pour collectionner la paille afin de pouvoir confectionner des collections suffisantes pour la clientèle. Les feux de pouce et la sécheresse constituent notre plus grand souci aujourd'hui. Dans ce travail, nous rencontrons des difficultés telles que le transport des paniers pour les marchés voisins. Selon les femmes de Oli, avec la nouvelle génération, cette activité risque de disparaître puisque au lieu d'apprendre les métiers, la plupart des filles préfèrent migrer vers les sites d'orpaillage. Les préparatifs de la première édition du Damphani Fashion Week, la première édition du Damphani Fashion Week se déroule bien, foi des organisateurs qui ont animé aujourd'hui une conférence de presse. L'objectif est de rassurer le monde de la culture que l'événement aura bel et bien lieu du 29 août au 5 septembre. David Bambara et Nathalie Savadogo. La première édition de la Semaine nationale de pain tissé africain dénommée Damphani Fashion Week aura bel et bien lieu du 29 août au 5 septembre prochain à Ouagadougou, foi de la présidente du comité d'organisation. Jusqu'à présent, les choses se poursuivent normalement. On a enregistré beaucoup de participants du Burkina, évidemment, mais également des pays de la sous-région. Les activités au programme, on a des formations en tissage, en teinture, en créativité, donc en design. Concernant les produits, je peux dire qu'ils seront prêts d'ici là pour pouvoir participer, parce que déjà, comme ils sont déjà dans la gamme et ils sont aussi dans le processus de fabrication des produits, ils ont l'habitude de le faire. Donc je pense qu'ils gardent le petit secret. Pour le vice-président du comité d'organisation, c'est une initiative qui fera l'affaire des professionnels et en même temps du Burkina. Et le challenge est de faire des choses à la dimension, je l'ai dit, de l'événement et du produit.
C'est un produit qui a pris beaucoup de valeur aujourd'hui et il faut faire en sorte que les clients soient intégrés dans la promotion du produit. C'est pourquoi ça se tient dans la rue. Cette première édition du pain tissé est placée sous le thème « Damphani, une marque, un marché à conquérir ». Elle sera sous la présidence du Premier ministre de la Transition et sous le parrainage de la présidente de la Commission de l'Union africaine et du ministre de la Culture et du Tourisme. Comme tous les dimanches, nous recevons le service sport pour parler de l'actualité sportive. Ce dimanche, nous recevons Yacouba Ouedraogo pour en parler. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Bakassa. Alors on peut dire que la semaine a été marquée donc par le début du tournoi de la solidarité des centres de formation. Effectivement, saillons le ton de la 14e édition du tournoi international de solidarité des centres de formation. Le Naba Kango a été donné samedi municipal de Ouagadougou. Le promoteur, c'est l'infatigable Noufou Ouedra. Concerne bien sûr les cadets, donc les U17. Un match officiel d'ouverture, Naba Kango était aux prises avec Académie Fola de Côte d'Ivoire. Et dès la 6e minute, Rachid Ouedraogo de Naba Kango donnait l'avantage à ce club du Yatenga 1-0 grâce à cette action solitaire. L'égalisation viendra juste 6 minutes après, soit à la 12e sur un penalty transformé par Zion Koroma. 1-1 à la pause. C'est à la reprise en seconde période donc que Naba Kango s'est imposé 2-1 grâce à un but signé Latif Bagagnan à la 51e minute. Et donc, un peu plus tôt dans la matinée, le centre de Raimo a disposé des Royals 1-0 et Aztec de Koubri a dominé Planète Academy 3-1, le successeur de Fabao, vainqueur de l'édition précédente, de la 13e édition, et donc qui va succéder les académiciens de Fabao Espoir le 22 août prochain. D'accord. Alors, le week-end a également été marqué par la nuit des lauréats. Effectivement, la nuit des lauréats, c'était vendredi dernier en direct sur la RTB, une initiative de la Fédération burkinabé de football, une nuit de récompense des meilleurs joueurs du championnat burkinabé, D1 et D2. Une nuit également de reconnaissance témoignée à l'égard de tous les partenaires du Faso Foot à Baka-Sayon, sauf la presse, qui a été la grande oubliée de cette nuit-là. Aucun mot, encore une fois, comme d'habitude, hein, aucun mot à l'égard de la presse, alors qu'on sait quand même que on a crapatouillé sur tous les terrains pour faire vivre ce Faso Foot 2014-2015 comme les années et lecteurs. Malheureusement, la presse a été oubliée à cette nuit des lauréats là. Et c'est dommage. Néanmoins, le palmarès est le suivant. Pour la D1, le champion en titre, le RCB, a pratiquement tout raflé. Le meilleur joueur du Faso Foot 2014-2015, c'est Banou Diawara. Désormais ex-pensionnaire du RCB parce qu'il a signé à la JS Kabylie en Algérie. Banou Diawara qui a été désigné également meilleur joueur du championnat par les Sabots d'Or l'année dernière. Banou reste meilleur buteur cette année avec 13 réalisations au lieu de 15 comme il avait réussi à le faire l'année passée. Le meilleur gardien c'est Mohamed Bayoulou du RCB. Le meilleur coach Oscar Barro toujours du RCB. Et donc le RCB a tout simplement une mise sur cette nuit des lauréats là. Et on espère qu'en sortie pour la Ligue des champions africaine bien sûr, le RCB va nous peut-être va nous permettre de quitter cette habitude de rentrer très tôt. Le meilleur arbitre toujours de la D1, c'est juste Ephraim Zio, c'est sûr que les supporters stélistes bouderont sans doute. Le meilleur assistant, c'est Seydou Tiama pour la 2e division, le meilleur buteur de la poule A, là-bas c'est en termes de poule. Hervé Kakou du CFO, 12 buts. Et dans la poule B, c'est Diakari Koulibaly de l'Olympique Système de Dédougou, 15 buts. Le meilleur arbitre, Pascal Dakouré. Le meilleur assistant, Voun Tamini. Le sport était à l'honneur ce week-end parce qu'il y a eu une autre cérémonie de récompense, notamment les sabots d'or. Les sabots d'or qui ont eu lieu dans la nuit du samedi. Cette fois-ci, l'initiative est d'un privé, Isaka Ouedraogo, que nous saluons et encourageons au passage. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus des meilleurs du championnat qui ont été désignés par des journalistes. On a eu à remplir des fiches. Et le meilleur joueur sabot d'or saison 2014-2015, c'est Justice Pepra Kofi du RCB qui succède à Banou Diawara. Justice Kofra et Pepra Kofi, disons, désigné également par ailleurs meilleur joueur étranger du championnat burkinabé. Le meilleur gardien de but, c'est Baba Zongo de l'étoile filante de Ouagadougou. Le meilleur buteur reste Banou Diawara.
avec ses 13 buts. Le meilleur espoir du Faso Foot, c'est Mohamed Silla de l'Union sportive des forces armées. Le meilleur coach, Oscar Barrow. Le RCB qui s'est beaucoup distingué, normal d'ailleurs, puisque les Tigres de Diaradou ont quand même été champions du Burkina. C'est ça. Alors au plan international, on peut dire que l'actualité sportive a été marquée par la reprise de la Ligue 1 en France. La Ligue 1 qui reprend, et déjà, il y a un coup de tonnerre. La Ligue 1 a repris vendredi dernier. Et dès le samedi, coup de tonnerre, Marcelo Bielsa, désormais ex-entraîneur de l'Olympique Système de Marseille, a démissionné après sa défaite 1-0 devant Caen d'entrée. Et donc Marseille qui a perdu son premier match de la saison au Vélodrome Bielsa que nous voyons ici en image. Et c'est juste à la conférence de presse d'après-match qu'il a annoncé sa démission. Sa raison, dit-il, des mésententes sur des détails techniques de son contrat, mais au fond, il n'aurait pas apprécié la venue de 2 nouvelles recrues à l'OM, de Lassana Diarra et de Abou Diaby. Aussi, Marcelo Bielsa serait en contact avec les autorités mexicaines pour la tenue de l'équipe nationale mexicaine. Les détails techniques dont il fait bien sûr car ne seraient qu'un alibi. Et donc le PSG, lui, a brisé le signe indien qui le poursuivait depuis 5 ans en remportant son premier match d'entrée depuis l'ère qatari. La Ligue 1 qui se poursuit bien sûr ce soir avec Olympique Système de Bakary Koné et Lorient de Alain Traoré qui se joue actuellement. On était à 0-0 à la pause. La Première Ligue anglaise, elle, également a repris. Et Chelsea, le champion en titre, a été calé d'entrée par Swansea. 2-2, ça passe par contre pour Liverpool et Manchester United qui sont imposés 1-0 respectivement face à Tottenham et City. Arsenal est tombé 0-2 devant West Ham. Merci beaucoup Yacouba Ouedraogo pour toutes ces informations sportives. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.